Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 174e briefing. Alors, un format un peu différent de la semaine dernière, puisque nous serons deux aujourd'hui à notre table habituelle, mais heureusement, nous avons Arnaud Dubien, qui est sur les routes de France et de Navarre, comme toujours, pour porter la bonne parole, que certains ont pu voir sur LCI hier, d'ailleurs. Vous pouvez voir en replay, j'imagine, donc ne manquez pas ce grand moment. Voilà, donc, mais d'ailleurs, c'est lui qui va commencer, et puis ensuite, Igor, ben, il s'y prendra la suite comme toujours. N'hésitez pas à poser d'ores et déjà de nombreuses questions si, il y en a qui vous viennent à l'esprit. Et autrement, au fil de l'exposé, vous pourrez poser des questions relatives à ce qui aura été dit. Voilà, nous comptons sur vous pour, alimenter ce débat. Arnaud, c'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Quelques brèves économiques pour commencer, avec tout d'abord l'euro qui est passé pour la première fois depuis le 11 juillet sous la barre des 100 roubles. Un raffermissement de la monnaie nationale russe qui devrait se poursuivre, conséquence des mesures gouvernementales dont nous avions parlé la semaine dernière, qui obligent les exportateurs à rapatrier et à céder une large partie de leurs recettes en devises. Euh, Toujours à propos du rouble, d'après le quotidien économique russe RBK, 35% des entreprises industrielles de Russie sont mécontentes du niveau du rouble, qu'elles jugent trop bas, et 57% d'entre elles disent par ailleurs avoir des problèmes pour recruter. Cela rejoint là encore ce que nous expliquions il y a quelques semaines. Le marché du travail en Russie est sous tension. Résultat pour partie de l'émigration enregistrée l'année dernière, hein, en mars et en septembre, même si certains de ceux qu'on appelle les relocalisés continuent à travailler à distance pour des acteurs économiques russes, conséquence également de la mobilisation partielle de l'automne 2022. Gazprom qui annonce une coupe d'environ 3,3 milliards d'euros dans son programme d'investissement pour 2023. C'est une baisse de 14%. Cela traduit l'état des finances de ce qui était présenté il y a quelques années comme le Trésor national russe et qui, depuis quelques mois, en raison de la chute des exportations vers l'Union européenne, eh bien, connaît des difficultés, alors qu'ils ne sont pas mortelles, hein, à ce stade. Et il est douteux qu'elles deviennent mortelles, mais en attendant que Force de Sibérie 2 vers la Chine soit construit, on peut s'attendre à ce que Gazprom connaisse quelques années de vaches maigres. Toujours à propos de l'Asie, sur les 8 premiers mois de l'année, les exportations de charbon russe ont été multipliées vers l'Inde, ont été multipliées par 2,3 et la part de marché de la Russie dans ce pays s'agissant du charbon donc, est de 11%. J'en viens maintenant aux sujets plus politiques ou sociétaux, avec, comme tous les vendredis soirs ou presque, de nouveaux noms dans la liste des agents étrangers publiés par le ministère russe de la Justice. Cette fois-ci, ce qui retient notre attention, c'est la personnalité de Monsieur Kounadze. Ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il a été vice-ministre russe des Affaires étrangères au début des années 90, ambassadeur en Corée du Sud. Et il a été intégré à cette liste, je cite, pour avoir diffusé de fausses informations sur le pouvoir russe. Toujours dans ce registre pénal et répressif, on a quelques chiffres sur les poursuites et les condamnations au titre de propagation de fausses nouvelles sur l'armée russe et au titre d'un autre article du Code pénal sur les fausses, la discréditation pardon, de l'armée russe. Une dizaine de peines, une dizaine de condamnations à des peines fermes depuis le début 2023, alors que de façon générale en 2022, la justice se contentait d'amendes parfois fortes, mais emprisonnait assez peu. Donc on voit un durcissement très clair de l'approche pénale et la multiplication d'ailleurs
des enquêtes, des instructions menées au titre de ces 2 articles. Un autre sujet qui monte, en tout cas qui devient permanent dans l'actualité politique russe, c'est le sujet de l'immigration, le sujet des obligations des naturalisés russes. Et dernière contribution au débat, c'est celle du chef du comité d'enquête, M. Bastrykine, qui, vous le savez, est un homme influent en Russie, qui a fait ses études de droit avec Vladimir Poutine, par exemple, et il se propose de déchoir de la nationalité russe les immigrés naturalisés qui refuseraient de participer à l'opération militaire spéciale en Ukraine. Mais le sujet le plus important, c'est, je dirais, la suite du feuilleton Kadyrov. Kadyrov perd il y a quelques semaines, on se souvient des rumeurs sur son état de santé qui avaient été démenties. On se souvient aussi du fils qui avait été euh, chaudement remercié par son père après qu'il a passé à tabac un prévenu qui avait brûlé un Coran à Volgograd. Eh bien, cette affaire continue. Cette affaire continue et elle est très révélatrice, de mon point de vue, de la place qu'occupe le clan Kadyrov dans le système politique russe, de son influence, de son caractère en réalité intouchable. Que s'est-il passé? Eh bien, vendredi dernier, à la surprise, voire à la stupéfaction générale à Kazan et bien au-delà du Tatarstan, un élu régional, Monsieur Khamayev, qui n'est pas n'importe qui, hein, quelqu'un qui a siégé à la Douma d'État à Moscou, donc quelqu'un qui a une certaine surface politique et une grande expérience, et manifestement du courage, s'était interrogé à la tribune sur la situation du droit en Russie, au vu précisément de la situation du cas Kadyrov fils, du fait que on décore finalement un mineur pour tabassage. Eh bien, que s'est-il passé dans les heures et les jours qui ont suivi? Eh bien, le président du Tatarstan, M. Minikhanov, s'est senti obligé de décorer le fils Kadyrov à son tour d'une médaille assez prestigieuse du Tatarstan. La Karachevo-Cherkessie a suivi. Euh, donc tout ça, évidemment, et accessoirement, le discours de M. Ramayev a été retiré du site de l'Assemblée régionale du Tatarstan. Donc le message est très clair, hein, le message est très clair. Pas touche à Kadyrov, immunité totale et carte blanche pour, en réalité, toute action qu'il jugera nécessaire, en contravention ou pas, du code administratif ou pénal. Euh, Autre petit indice qui en dit long sur l'état d'esprit de Kadyrov et sur, je dirais, son sentiment de force, hein, à la fois vis-à-vis de ses euh, confrères leaders régionaux, mais également à l'égard du centre fédéral. On a appris hier que la Tchétchénie allait créer une nouvelle formation armée qui serait baptisée le bataillon de Cher Mansour. Alors, Cher Mansour, vous le savez sans doute, c'est une grande figure de la résistance des Caucasiens à l'invasion tsariste russe dans les années 1850 notamment. Et ce nouveau bataillon serait commandé par un certain Guérémeïev, qui est peu connu au-delà des cercles de spécialistes et au-delà des cercles démocratiques russes, puisque cette personne a été mise en cause par les amis de Boris Nemtsov notamment, qui estiment qu'il aurait joué un rôle dans son assassinat fin février 2015. Donc là, on voit que Kadyrov, après avoir exigé et obtenu du Tatarstan ce qui s'apparente à des excuses, et même des excuses assez humiliantes, eh bien, le clan Kadyrov se sent assez fort pour prendre une initiative qui, d'un point de vue historiographique, commence à faire couler un peu d'encre à Moscou. Donc voilà, chers auditeurs, chers amis, chers collègues, ce que je pouvais dire aujourd'hui sur l'économie et la politique en Russie. Merci beaucoup Arnaud. Alors c'est vrai que cette histoire de Kadyrov père et fils est assez intrigante. Et comment est-ce que c'est reçu par l'opinion publique russe en dehors, j'imagine, des cercles islamiques?
qui se réjouissent probablement qu'un profanateur du Coran ou supposé soit puni, mais pour le reste de l'opinion, et rajouter euh, cette information à laquelle tu as fini, qui est quand même un peu une déclaration de guerre, mais enfin, c'est pas très aimable pour le pouvoir russe historiquement. Comment est-ce que ça peut évoluer tout ça? Alors, sur le premier point, on n'a pas évidemment d'enquête d'opinion, hein. La question ne sera pas posée par les trois instituts de sondage. C'est trop sensible à l'évidence. Il est possible que des sondages confidentiels soient réalisés sur le sujet, mais là, on devra s'en remettre à des sondages empiriques, à des discussions avec nos contacts russes. Euh, bon, je doute que ça surprenne beaucoup, que ça choque beaucoup, parce que les gens, malheureusement, se sont habitués à ce que finalement la Tchétchénie, de façon paradoxale, soit sortie du champ juridique russe. C'est-à-dire que la Russie a conduit deux guerres pour ramener formellement la Tchétchénie dans l'espace constitutionnel national, fédéral. Ça a été fait à partir de 2004-2005, hein, et la Russie a remporté la Deuxième Guerre et a placé le camp Kadyrov à la tête de la Tchétchénie précisément pour ça. La contrepartie, c'est que dans les faits, dans la réalité, euh, la Tchétchénie vit dans une réalité parallèle avec des lois parallèles aussi, c'est-à-dire que la constitution russe s'applique partiellement et des lois ou des règlements ou la volonté des uns et des autres s'applique. Donc là, il y a quelque chose d'assez paradoxal et qui n'est pas vraiment nouveau. Donc je doute que ça surprenne encore une fois beaucoup les Russes dans leur ensemble. Pour ce qui est des leçons à tirer de tout ça, bon, c'est difficile à dire, mais euh, il y a quand même, si vous voulez, une vraie interrogation à moyen et long terme sur la trajectoire de la Tchétchénie, hein, d'un point de vue formel. Et comme je l'ai dit à l'instant, elle est rentrée dans l'espace fédéral. Le clan Kadyrov est un des piliers du régime russe. Mais on sait que l'allégeance, elle est très personnelle à l'égard de Poutine. Que se passe-t-il le jour, et ce jour viendra, où le président russe quittera le Kremlin, ou le président tchétchène, pour une raison ou une autre, quittera le pouvoir à Grozny? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que les arrangements qui ont été trouvés sont des arrangements personnels, complexes, et qui reposent aussi sur un rapport de force. Merci de ces précisions. Alors, il y a quelques questions, mais on les prendra après. Igor, j'imagine, tu as pas mal de choses aussi. Oui, merci Gilles. Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'espère qu'on m'entend au micro, c'est bon? Ce coup-ci, ouais, impeccable. Euh, alors, je vais commencer avec une information sur le nucléaire, puisque le Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement russe, a voté mercredi pour l'annulation de la ratification par la Russie du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires. J'en avais parlé il y a une quinzaine de jours et même il y a 3 semaines déjà, hein, de ce dossier. Je rappelle, c'est un texte que la Russie avait donc signé en 1996 et qu'elle avait ratifié en 2000. Et donc, dans un souci, j'allais dire, de parité avec les États-Unis, le président russe avait déjà évoqué la possibilité donc d'un retrait des cadres de ce texte par la Russie lors de son discours devant l'Assemblée fédérale en février dernier, avant que il ne précise sa décision lors de la plénière de l'Assemblée du club de Valdai au début du mois d'octobre, ce qui nous avait donc permis d'évoquer le sujet lors de précédents briefings. Donc la Russie a annulé donc cette ratification. Le même jour, mercredi, donc hier, le vice-ministre de la Défense, M. Sergei Ryabkov, indiquait que Moscou avait reçu de manière informelle de la part des Américains une proposition de dialogue sur la stabilité stratégique. Hein, donc ça, ce sont les sujets, les grands sujets, j'allais dire, russo-américains qui datent de l'époque de la guerre froide, notamment dans lesquels Russes et Américains discutent de contrôle des armements, notamment, donc ce qui avait donné les traités START, START 2 et New START, discutent de mécanismes pour construire la confiance, hein, donc ça c'était les traités Open Sky par exemple, ou de mesures de transparence
afin d'augmenter, je veux dire, la prévisibilité dans les relations stratégiques entre les deux pays. Et donc, dans ce cadre-là, toute une série de traités avaient vu le jour au cours des décennies précédentes. Bon. Ce qu'on a appelé après l'architecture de sécurité et de stabilité internationale, avec les deux grands piliers que constituent évidemment la Russie et les États-Unis, mais depuis, évidemment, d'autres acteurs se sont invités, la Chine, d'autres pays. Et le même jour, troisième élément d'information, mercredi, la Russie a réalisé des exercices stratégiques, a notamment testé sa triade nucléaire, hein, avec des tirs de missiles stratégiques par les troupes de missiles, notamment, donc avec le missile YARS, le missile balistique intercontinental YARS, qui a été testé hier, de la part de l'aviation stratégique, avec des Tupolev 95, et de la force stratégique océanique, hein, comme on dirait en France, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, avec un tir de missile, là aussi, balistique intercontinental. Tout ça, évidemment, arrive le même jour. Bon, mec, ce n'est pas un hasard. Hein. Ce n'est pas un hasard. L'idée, c'est d'envoyer évidemment un signal voilà, de détermination de la part de la Russie, hein, tant est qu'on en doutait, en quelque sorte, et de finalement montrer que les discussions avec les Américains peuvent, à mon avis, avoir lieu. Quelque part, c'est bien qu'il y ait des discussions, j'allais dire, en coulisses sur des grands sujets de stabilité internationale. Si tant est que ces discussions débouchent, ça c'est encore une autre question. Mais ça intervient toujours dans un contexte spécial. D'abord, la désillusion des Occidentaux à l'égard de la contre-offensive ukrainienne, hein, on en a déjà parlé ici. Et d'autre part, le débat aux États-Unis autour du budget 2024, qui n'est pas clôturé, puisque je rappelle qu'il y a une nouvelle deadline au 17 novembre prochain pour boucler ce budget, et qu'évidemment, les questions de désarmement sont extrêmement sensibles aux États-Unis, puisque d'un côté, si jamais il y a un cadre pour le désarmement, eh bien, ça peut permettre, le cas échéant, d'envisager quelques économies, puisque c'est peut-être des têtes nucléaires en moins comment dirais-je, à maintenir, c'est peut-être certains pans industriels qu'on ne va pas développer en priorité. En revanche, si jamais on n'a pas de visibilité et donc de l'incertitude, et qu'on est plutôt sur une logique d'escalade et de déploiement de nouveaux systèmes, eh bien, ça génère de nouvelles dépenses, ça suppose des contrats en général très juteux auprès d'industriels de la défense. Le lobby de l'industrie de la défense, on le sait, réalise un lobby très puissant auprès du Congrès pour promouvoir ses intérêts, puisque localement, c'est des emplois, hein, c'est des industries, etc. Donc, il y a évidemment un jeu, tout un contexte, tout un débat. Et évidemment, en ce moment, eh bien, ce sont des choses dont on discute, puisque tout de suite, on parle de sommes très importantes, hein, puisque c'est le domaine de la stratégie et de la, comment dirais-je, de la dissuasion nucléaire. Donc évidemment, tout ceci vient peut-être s'inviter dans le débat outre-Atlantique et peser sur certains arbitrages financiers, et donc peut-être sur une enveloppe qui sera plus ou moins généreuse pour l'Ukraine dans le prochain budget américain, sans compter évidemment les événements qui en ce moment ensanglantent le Proche-Orient. Le deuxième sujet que j'ai retenu, c'est un entretien accordé le 21 octobre au Berliner Zeitung par l'ancien chancelier allemand Schröder, qui affirme dans cet entretien, hein, que les négociations de paix russo-ukrainiennes qui se sont tenues à Istanbul fin mars 2022, là aussi on vous en avait parlé à l'époque, hein, ont échoué selon lui en raison de la position des États-Unis. L'homme politique allemand affirme avoir été sollicité comme médiateur par la partie ukrainienne, ce qu'on peut a priori croire, hein, puisque souvenez-vous, à l'époque, on l'avait dit ici, on avait mentionné sa présence à Moscou au mois de fin février, peut-être déjà, ou mars 2022. Sa présence à Moscou donc avait été signalée. On sait qu'il jouit évidemment par son parcours, ses réseaux, etc., disons, de bons contacts, en tout cas de ses entrées dans les cercles de pouvoir en Russie. Qu'à ce titre-là, il avait donc été manifestement contacté par la partie ukrainienne pour faire les bons offices. Et donc, il indique que dans ces discussions à Istanbul, il y avait principalement 5 points qui étaient traités. Là aussi, on rien vraiment de nouveau, mais d'abord, la question de l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN, qui était vraiment un sujet très important dans les discussions. Deuxième point, c'était l'annulation par Kiev des lois portant atteinte à l'usage de la langue russe dans l'espace public. Ça, on avait évoqué aussi les sujets donc identitaires, la question des lois que la Russie estime illégitimes, hein, quelque part, et la glorification de certaines figures. Bon, tout ceci procède un peu du même sujet. Euh, le Donbass, qui avait alors
vocation à rester sous souveraineté ukrainienne, mais avec un statut d'autonomie similaire à celui dont jouit le Tyrol du Sud en Italie, puisque dans le Tyrol du Sud, comme vous savez certainement, il y a une majorité germanophone, et que donc depuis des décennies, ce petit territoire italien jouit d'un statut un peu particulier qui lui permet que les gens parlent en allemand, qu'il y ait des choses qui se fassent en allemand et non pas en italien. Enfin voilà, il y avait là quelque chose, peut-être une source d'inspiration, je ne sais pas. Quatrième point, c'était les garanties de sécurité reçues par l'Ukraine de la part du membre permanent du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, ce qu'on appelle le 5+1, donc qui devait offrir à l'Ukraine, donc Russie et Chine incluses, des garanties de sécurité à l'Ukraine. Et le dernier point, c'était évidemment la Crimée, qui avait vocation à rester sous souveraineté russe, j'allais dire de facto, mais dont la partie ukrainienne quand même tenait à ce qu'il y ait des discussions à ce sujet. Et souvenez-vous, on en avait parlé, cela devait notamment déboucher sur la création d'un groupe de dialogue, un groupe de contact, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, entre les Russes et les Ukrainiens, qui avait donc vocation à traiter du sujet de la péninsule sur 10 ans, je crois, ou 15 ans, enfin sur une période comme ça qui était indiquée, mais ce qui permettait un peu de mettre sous le tapis, j'allais dire, le sujet Crimée. Bon, tout ceci, d'après Schroeder, n'a pas eu lieu, puisque d'après lui, les Américains et les Européens, d'une certaine manière, en tout cas certains sponsors européens, ont intimé finalement à l'Ukraine de ne rien signer et qu'on s'engageait plutôt sur l'option entièrement militaire. Alors évidemment, Schroeder, c'est quelqu'un qui, par son parcours, est devenu un peu sulfureux en Allemagne. C'est quelqu'un qui a des intérêts aussi, mais ce qui est intéressant, c'est que ces propos viennent corroborer ceux un autre ancien responsable, le Premier ministre israélien Bennett, l'ancien Premier ministre israélien avant Netanyahou, celui qui était sorti, je dirais, qui gouvernait à la tête d'une coalition avec tout à fait d'une autre couleur politique, j'allais dire, que celle de Netanyahou. Et je crois que j'avais mentionné lors de précédents briefings, hein, avait réalisé lui aussi une sorte de confession auprès d'un blogueur israélien très connu, une vidéo, où grosso modo, il explique les mêmes choses, étant entendu que lui aussi avait été mandaté comme médiateur à la fois par la France, l'Allemagne, en tout cas c'est ce qu'il dit, qu'il avait obtenu et qu'il avait la légitimité aussi du côté ukrainien pour aller rencontrer le président russe qu'il a vu, je crois, à 2 reprises, faire la navette, aller à Kiev, porter au minimum des messages. Évidemment, on ne sait pas trop ce qu'il y avait dans ces messages, hein. Et puis ensuite, se rendre dans les capitales européennes pour restituer un petit peu le résultat de ces pérégrinations. Bon, tout ceci, de toute façon, n'a pas fonctionné, mais en tout cas, sur les 3 tentatives qu'il y a eu, d'abord en Biélorussie, on en avait parlé ici, ça n'a pas fonctionné. La tentative israélienne, Bennett, ça n'a pas fonctionné. Puis Istanbul, ça n'a pas fonctionné non plus. Et donc, on s'est engagé depuis, et on y est encore, hein, sur finalement la logique du champ de bataille. Dernière information, la Turquie, avec le président Erdogan, qui a soumis le 23 octobre au Parlement turc le texte concernant la ratification par la Turquie donc de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Il faut que le Parlement turc se prononce. On sait que les relations entre Erdogan et son Parlement ne sont pas faciles. Ce n'est pas une chambre d'enregistrement. En tout cas, ce n'est pas aussi évident qu'on pourrait l'imaginer. Cela dit, cette ratification est a priori probable. Ce qui fait qu'il subsistera un verrou pour la Suède sur la route de l'adhésion à l'OTAN, qui est la Hongrie, puisque la Hongrie, à ce jour, n'a toujours pas ratifié le texte. Il y a fort à parier qu'elle attende que la Turquie le fasse pour se prononcer, hein. Mais il y avait des sujets qui fâchaient entre la Suède et la Turquie. On les avait déjà évoqués ici. Bon, la question des Kurdes, hein, puisque la Turquie accuse la Suède de complaisance, voire de mansuétude à l'égard d'un certain nombre de militants kurdes, dont elle réclame l'extradition, d'une part, et d'autre part, il y a eu l'affaire des Corans qui étaient brûlés en Suède ces derniers mois, hein, qui étaient venus empoisonner le dossier. Évidemment, là aussi, la Turquie a exigé de la Suède qu'elle fasse le nécessaire pour que ces destructions de Corans soient en place publique, devant en plus l'ambassade parfois de Turquie, je crois que ça avait dû se produire, donc, pour que tout ceci cesse. Voilà, alors à voir, une fois de plus, cette ratification aura lieu ou non. Et ensuite, quelle sera la position de la Hongrie? Moi, je pense que la Hongrie devrait suivre logiquement assez rapidement après la Turquie. Merci. Évidemment, on avait plusieurs questions sur ce sujet, et notamment les esprits malins qui demandent toujours, mais
qu'est-ce qu'a obtenu Erdogan pour changer sa position, pour présenter ça, et inversement, qu'est-ce qu'obtient Orban de la part des Russes pour bloquer la situation. Erdogan, je pense que bon, il y a déjà un contexte régional avec ce qui se passe au Proche-Orient. On voit les prises de position d'Erdogan qui soutient bon, le Hamas, hein, pour faire très schématiquement, qui ne veut évidemment pas non plus, je pense, totalement se mettre une fois de plus, dégrader davantage, dira-t-on, la relation avec les Américains. Et donc, c'est peut-être le moment qui est choisi une fois de plus par lui pour signer ce papier, sachant que pour l'instant, ça n'engage à rien, parce qu'il faut encore que le Parlement le ratifie. Et là, on peut tout imaginer. On peut imaginer que la ratification traîne au Parlement, voire que ça soit peut-être refusé, qu'il y ait donc encore un jeu que sais-je, de navette avec la présidence. Enfin, mais en tout cas, c'est peut-être un moment pour un peu donner le change aux Américains, alors que sur le dossier Israël-Gaza, ils sont évidemment sur des bords très différents. Deuxième élément, c'est que les États-Unis peuvent quand même causer pas mal de désarroi aux intérêts turcs en Syrie. Ils l'ont déjà fait cet été. Il y a eu des combats assez soutenus dans le nord de la Syrie entre les factions kurdes soutenues par les Américains d'un côté et les djihadistes pro-turcs de l'autre, hein, qui poussaient pour déloger les Kurdes de leur position. Ça, évidemment, c'est pas forcément dans l'intérêt de la Turquie, et donc peut-être que c'était un moyen de aussi relâcher un peu la pression de ce côté-là et donner un petit peu des gages aux Américains. Et puis, il y a un troisième point que moi je vois, mais il doit y en avoir d'autres, c'est évidemment la modernisation des forces aériennes turques, puisqu'il y avait le programme de F-35 auquel était associée la Turquie. Elle a été sortie de ce programme par les Américains à cause des contrats d'armement qu'elle a passés avec la Russie. Là, j'allais dire, le lot de consolation pour les Turcs, c'est qu'ils peuvent acheter une nouvelle flotte de F-16, avec ensuite, il faudra voir quel type de finition, parce qu'il y a des finitions très performantes, des finitions très sophistiquées, d'autres qui le sont un peu moins. Bon, là aussi, on peut imaginer que c'est un élément de négociation pour la Turquie, mais une fois encore, le texte n'est pas ratifié. Pour la Hongrie, ça, qu'est-ce que Orban peut obtenir des Russes? Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a la question énergétique, il y a la question de la centrale nucléaire, mais de toute façon, ça, ce sont des contrats, en tout cas pour la centrale nucléaire, qui se poursuivent, hein. La question, c'est qu'est-ce qu'il peut exiger en contrepartie de sa signature pour qu'on a, de la part des Européens, des Américains, disons surtout des Américains en l'occurrence, contre cette signature. Est-ce qu'il veut demander qu'il y ait moins de pression par rapport peut-être à des sujets de société civile? Je sais pas, on peut imaginer des choses comme ça. Mais là encore, il faut voir dans quelles conditions ça sera ratifié. Et je pense qu'ils vont pas se presser. Ils vont d'abord laisser les Turcs jouer leur coup. Et ensuite, ils emboîteront peut-être le pas. Merci. On a quelques questions également sur la Transnistrie. Apparemment, donc, Stoltenberg aurait demandé à ce que la Russie retire ses troupes après un passage en Moldavie. Comment ça peut évoluer, ça, justement? Parce que rien que pour les faire sortir, les troupes, par où passeraient-elles? Pour Bon, l'instant, ils vont pas. oui. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un sujet ancien, hein, et ce n'est pas la première fois que des responsables moldaves ou occidentaux appellent au retrait du contingent russe, qui est un contingent très limité, qui est déployé dans le cadre d'un accord de maintien de la paix, qui date de 1992-93, si ma mémoire est bonne. Les Russes en question sont accessoirement recrutés localement, pour l'essentiel, hein. Euh, donc, je ne crois pas que ce soit un événement extraordinaire. On se souvient qu'il y a quelques mois, il y avait eu des rumeurs sur soit des mouvements russes ou des mouvements ukraino-moldaves pour réduire le régime séparatiste de Tiraspol. Les choses se sont un peu tassées depuis. Personne n'a vraiment intérêt à ce que ce dossier redevienne explosif. C'est un dossier complexe, hein, en réalité. Et, Tiraspol n'est pas forcément aligné à 100% sur la Russie, mais notamment sur le plan économique. Est-ce que les choses pourraient changer? Il y a un cas de figure dans lequel effectivement ce dossier pourrait réapparaître de façon voilà, directe et potentiellement dangereuse, c'est si, par exemple, d'ici quelques mois, l'armée russe devait avancer, refranchir le Dniepr du côté de Kherson, avancer vers Nikolaïev, ce qu'elle avait essayé de faire dans les premiers jours et les premières semaines de l'opération militaire spéciale, entre guillemets. En d'autres termes, si la Russie parvient à avancer sur cet axe-là, et si l'hypothèse d'une jonction avec la Transnistrie
devient réaliste, là, le dossier sera remis sur la table, mais pas que le dossier de la Transnistrie, le dossier moldave en général, avec peut-être des hypothèses qui paraissent farfelues aujourd'hui et qui apparaîtront très naturelles le moment venu. Mais encore une fois, on n'en est pas là. Aujourd'hui, je dirais calme plat et non actualité. Ouais, on n'en est pas là et pour l'instant, on en est encore moins là, j'allais dire, de poser la question par où sortiront les troupes russes, parce que pour l'instant, elles ne sortent pas, elles restent. M. Stoltenberg est dans son rôle, hein, quand il va et qu'il appelle au retrait unilatéral des troupes russes. Évidemment, ça n'aura pas lieu. Et le sujet moldave était toujours au cœur d'un autre sujet qui est celui du second front. Alors, second front pour les Russes qui redoutaient de voir un autre dossier s'embraser et qui finalement serait de nature à affaiblir leur position. Alors, on a parlé du Caucase du Sud, on a parlé de la Transnistrie, puis second front pour les Ukrainiens qui redoutaient qu'à partir de la Transnistrie soit, j'allais dire, fomenté des actes de sabotage, etc., voire plus. Mais comme l'a dit Arnaud, le contingent russe sur place est quand même très modeste et en tout cas n'est pas en mesure de poser, à mon avis, une menace sérieuse à l'Ukraine de l'Ouest. Voilà. Donc, pour l'instant, effectivement, j'ai tendance à dire que c'est balle au centre et statu quo. Merci. Alors, on a une autre question qui est un petit peu différente, qui reste plus de la Russie, qui est plus profonde. Alors, elle est assez longue. De Bonjour à tous. Ne risque-t-on pas de voir s'affronter à terme deux formes de nationalisme russe? D'un côté, le rousski nationalisme, hostile à l'immigration venue d'Asie centrale, anti-islam, anti-tchétchène, et finalement opposé à la guerre avec les frères chrétiens, slaves, entre guillemets. De l'autre côté, un rousski nationaliste défendu par le Kremlin et Russie unie, favorable à la guerre, ouvert aux pays émergents, au concept d'une Russie multiconfessionnelle et multiethnique. Est-ce que vous voyez cette opposition dans la société russe? Pas forcément, non. Bon, c'est une question très vaste, hein, la question des nationalités et des nationalismes en Russie. Je rappelle que de grands intellectuels ont planché là-dessus. Même Staline, d'ailleurs, hein, a écrit là-dessus au début du XXe siècle. Et le sujet est toujours d'actualité, même après l'éclatement de l'URSS, puisque la Russie n'est pas un État-nation. Il y a 150, même plus de 160, pardon, nationalités sur le territoire russe, alors avec évidemment des Russes qui sont ultra majoritaires, entre 75 et 80%, ce qui n'était pas le cas de l'URSS. Hein. Je rappelle que dans le cas de l'URSS, les Russes étaient aux alentours de 50%. Et évidemment, il y a des courants, il y a un courant nationaliste russe puissant, et il y a une réalité politico-ethnique dont d'ailleurs le président Poutine est très conscient et qui est celle d'un pays pluriethnique et multiconfessionnel. Donc toute l'équation pour le pouvoir russe, c'est de concilier tout ça, ce qui n'est pas simple. Je ne crois pas qu'il existe un racisme nationalisme, un nationalisme de Russie. Il existe un nationalisme russe, c'est certain, qui peut aboutir à un éclatement de la Russie, hein, pour les raisons que j'ai expliquées. Alors, si vous regardez une carte, vous verrez que le slogan de la Russie aux Russes, ça donne quelque chose d'assez rabougri. Donc, le pouvoir là-dessus est à la fois prudent, parfois gêné, il marche sur des œufs, et il veille à ce que, par exemple, on a parlé de la Tchétchénie tout à l'heure, hein, la Tchétchénie qui est la seule république qui a développé un vrai mouvement sécessionniste armé, eh bien que de mettre au service de la Grande Russie ses besoins de reconnaissance, parfois ses pulsions identitaires. Donc, et c'est fait de façon plutôt intelligente. Hein. On voit par exemple dans le registre diplomatique, et Igor pourrait en parler plus longuement que moi, que et le Tatarstan et la Tchétchénie dont j'ai parlé tout à l'heure sont régulièrement mis à contribution pour des missions diplomatiques en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, etc., etc. Et c'est évidemment très valorisant pour les dirigeants de ces territoires. Mais de là à parler d'un nationalisme de Russie, je pense que c'est un peu différent en fait. C'est plutôt encore une fois, un moyen de canaliser les égos, les identités, et de les mettre au service de la Russie. Je ne vois pas deux nationalismes s'affronter.
partage cette vidéo. Bon. Bien, bien, on va finir sur cette note. Je voulais alors deux choses. On nous demande également à quelle heure est passé Arnaud sur LCI. C'était à 20 heures avec Darius Rochebin. Donc voilà, ce sera plus facile pour rechercher le replay. Et je voulais aussi rappeler aux membres qui sont présents à Moscou de la CCI France-Russie que nous avons notre assemblée générale le jeudi 9 novembre à partir de 17h30. Et si vous ne pouvez pas être là, n'oubliez pas d'envoyer vos procurations, soit à moi-même, soit à quelqu'un d'autre du board ou à un autre membre de l'association pour que nous ayons le quorum pour valider les décisions de l'Assemblée générale. Voilà, merci à tous. Donc, nous nous retrouvons jeudi prochain. Et d'ici là, tenez bon, la CCI France-Russie est toujours à vos côtés. À bientôt.